IA for Africa, quel rôle pour l'intelligence artificielle dans la transformation économique de l'Afrique? Et je vous demande d'accueillir Monsieur Jean Van Vetter, directeur général de l'agence Enabel de Belgique, Madame Lamia Ben Mahlouf, directrice générale de Moroccan Information Technopark Company, Zeynep Messaoud, directrice exécutive de The Dot, Shrutika Singh, Senior Investment Analyst de Digital Africa, et enfin Dergem Bai, NLP Research Engineer et Google PhD Fellow. Installez-vous. Je vais commencer sans tarder, sans perdre une minute, avec vous, mon cher Jean. Je sais que vous êtes attendu à Bruxelles et que dans quelques minutes, vous êtes excusé par avance. Vous devrez nous quitter pour vous rendre à Bruxelles. Donc je commence avec vous et c'est un grand bonheur de vous recevoir. Vous êtes un grand ami d'Emerging Valley. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples concrets soutenus par l'agence belge de développement, Enabel, qui ont réussi à intégrer l'IA pour notamment renforcer les droits civiques dans le monde numérique en Afrique? Merci, mais premièrement, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis un grand fan de Emerging Valley et après avoir entendu monsieur sur The Camp, un fan de The Camp et ravi d'être un camper. Et donc un plaisir d'être là et je suis désolé, malheureusement, je vais devoir partir parce que ce soir, on remet un prix sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique et on a la chance d'avoir le chanteur Youssou N'Dour et la chanteuse Axel Red qui remettent le prix à Bruxelles. Et donc, étant donné notre engagement climatique à Enable, on prend le train. Et donc, je dois partir dans quelques minutes. Donc, merci d'avoir mis ce sujet. Merci de me donner la parole en premier. Bravo pour le sujet. Avant de dire ce que fait Enable dans le domaine, petite anecdote. Il y a 3 mois, j'étais à Tallinn, en Estonie, pour le Tallinn Digital Summit, pour me renseigner justement sur les dernières évolutions en intelligence artificielle. Et il y avait là des gourous de l'intelligence artificielle qui disaient eux-mêmes qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Alors ça peut faire peur, parce que si ceux qui sont les plus au fait du sujet n'arrivent pas à se projeter, ça peut faire peur, mais ça peut aussi être une opportunité. Et chez Enable, on est un peu entre les deux, voir quels sont les risques, mais aussi quelles sont les opportunités pour le continent africain. Mais surtout, on est dans la réflexion, qu'est-ce que ça change dans le modèle de développement et qu'est-ce que ça change dans la relation Europe-Afrique. À Tallinn, j'étais dans un dîner avec le directeur mondial d'IBM pour les services au gouvernement qui me disait que son plus grand client, c'était l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite investit actuellement des centaines de milliards d'euros dans l'intelligence artificielle et dans le potentiel que ça représente pour les services éducation, santé, agriculture, protection de données et autres. Et donc, en tant que directeur d'agence, moi je me pose la question, et c'est un peu en lien avec ce que le Premier ministre ivoirien disait ce matin, on a une proximité Europe-Afrique qui est unique, on a une histoire commune qui est unique, mais le monde et la géopolitique changent à une vitesse extraordinaire. On a entendu l'ambassadeur d'Inde qui parlait de ce que l'Inde fait en Afrique. Et donc pour moi, on a un moment charnière avec l'intelligence artificielle qui représente une révolution d'énormément d'aspects de notre société, et que si on ne la saisit pas correctement, il y a un risque que des agences comme la mienne deviennent obsolètes dans la fourniture de services qu'elle offre. Et donc, suite à ce sommet à Tallinn, mais déjà avant, j'ai amorcé une réflexion en interne chez Enable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'agence, à 2 niveaux, l'offre de services qu'on a et la transformation interne de l'organisation elle-même. Alors pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait déjà? On avait anticipé l'ère du digital. On travaille avec nos partenaires européens, dont Expertise France qui est ici, et l'AFD que je salue parce qu'on travaille extrêmement bien avec eux, notamment sur le D4D Hub for Africa, qui est une collaboration entre l'Union africaine et l'Union européenne sur la transformation digitale. Dans ce cadre, ensemble, on a soutenu les stratégies digitales et d'intelligence artificielle du Sénégal et du Rwanda. On a récemment organisé d'ailleurs un voyage d'études du Sénégal vers le Rwanda pour faciliter cet apprentissage. On travaille avec le Maroc, un projet très ambitieux aussi qui s'appelle Itamkin, qui était une sorte d'intrapreneurship dans l'administration marocaine
pour utiliser l'intelligence artificielle pour offrir des meilleurs services aux citoyens. J'ai eu la chance de participer à une session il y a quelques mois où j'étais extrêmement excité de voir les innovations qui sont fournies par des fonctionnaires eux-mêmes. Donc ce n'est pas des start-upers, ce sont des gens de l'administration marocaine qui se sont mis à rêver avec l'intelligence artificielle et qui ont développé des applications qui sont révolutionnaires dans le service qu'ils offrent aux citoyens. On travaille au Bénin sur des incubateurs de start-up dans le digital et notamment sur le développement d'applications d'intelligence artificielle. Donc on fait déjà beaucoup, mais pour être honnête, pas assez. Et ce qu'on ne fait pas assez, c'est d'anticiper ce que ça veut dire pour les services sociaux de base, comme l'éducation, la santé. L'exemple de l'éducation au Congo, si on veut répondre à la demande d'éducation suite à la croissance démographique qu'on connaît dans ce pays, il faut construire une école par jour. C'est juste impossible, surtout si on pense aussi à la formation des enseignants qui va avec, au paiement des salaires des enseignants et au fait que l'État congolais n'a actuellement pas les moyens de payer les enseignants suffisamment. Et donc pour moi, l'intelligence artificielle permet de dépasser le e-learning. On a vu pendant le Covid que ça ne marchait pas suffisamment bien. Mais par contre, imaginez un enseignant virtuel qui réagit, qui interagit avec les élèves, qui identifie un élève qui a des difficultés d'apprentissage, qui peut voir quand quelqu'un n'est pas attentif dans la salle, qui peut fournir un service personnalisé à des élèves. C'est ça l'avenir aussi de l'éducation. Alors ça peut paraître utopiste. On va me dire oui, mais l'infrastructure en données n'est pas suffisante, c'est pas démocratique, c'est pas accessible à tout le monde. Oui, actuellement, mais quand on voit la vitesse à laquelle le réseau de téléphonie 5G se développe sur le continent africain, moi je pense que dans les quelques années qui viennent, ça peut être une révolution. Et donc, pour moi, c'est vraiment une réflexion sur les services de base, comment l'intelligence artificielle peut les améliorer, sans oublier les risques. Et les risques, c'est évidemment de travailler sur tout ce qui est data governance, et c'est pour ça qu'on accompagne les stratégies nationales. C'est de travailler sur le fait que l'Afrique ait suffisamment de données. Un des risques de l'intelligence artificielle, c'est de créer un biais, puisque la base de données numérique sera principalement occidentale ou asiatique, et pas suffisamment africaine, et donc qui a un biais. Et donc là, il faut accélérer la digitalisation des données qui existent et qui vont exister au niveau du continent africain. Mais en tout cas, il faut une accélération de la réflexion et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et je m'excuse à l'avance de ne pas pouvoir écouter mes copanélistes parce que j'écouterai le replay sur YouTube ou je ne sais pas où, mais en tout cas, j'étais aussi intéressé de vous écouter, mais malheureusement, je devrais quitter. Et vous êtes pardonné, excusé. Merci beaucoup, Jean. Je vous demande de l'applaudir. Et on comprend parfaitement tes impératifs, donc c'est toujours un vrai bonheur et une amitié de te recevoir, Jean. Tu es ici à Emerging Valley chez toi. Et nous t'excusons. Donc tu peux. Minutes, donc attends encore 5 minutes. Peu, voilà. Alors j'en profite parce qu'après je vais m'occuper de vous. Voilà, j'en profite. Une petite dernière question, mon cher Jean, en 3 minutes, comme ça tu n'es pas en stress et tu peux attraper ton train. C'est quelles sont à tes yeux les synergies possibles entre les politiques africaines et européennes en matière d'IA? Ce sera ton mot de la fin. Merci, mais je pense que, comme je le disais en introduction, l'intelligence artificielle redéfinit les cartes. D'une certaine manière, on est tous égaux par rapport à une révolution qui va arriver. On l'a vu avec le mobile banking sur la Tanzanie ou le Kenya, où finalement, c'est l'anecdote que je raconte souvent, mais j'ai vécu en Tanzanie pendant 6 ans. Et quand je suis rentré il y a 6 ans en Belgique, je voyais des publicités de téléphonie mobile qui annonçaient des services qui existaient déjà en Tanzanie depuis 10 ans. Et ça montre la vitesse d'une transformation, comment elle peut se faire. Et donc pour moi, les synergies, c'est plutôt l'avantage d'une redéfinition des modes de coopération, d'être égal à égal par rapport à un défi collectif qui est nouveau pour l'ensemble de la planète. Et donc, c'est de trouver effectivement les synergies potentielles pour redévelopper des nouveaux services qui soient à la fois bénéfiques pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, puisqu'on est aussi au balbutiement de ce que ça représente pour nous. Et pour moi, le gros potentiel de l'Afrique, et c'était dit de nouveau par le Premier ministre ivoirien tout à l'heure, la jeunesse, le fait d'avoir la moitié de la population qui a moins de 18 ans dans la plupart des pays, fait que la plupart des habitants sont des potentiellement digital native, comme on dit en anglais. Alors vous allez me dire, oui, il y en a beaucoup qui vivent en zone reculée sans accès au digital. Pardon ?
Ça viendra, voilà. Moi, j'ai vu au Congo, par exemple, à Kinshasa, il y a un projet qui s'appelle la Kinshasa Digital Academy. Vous allez là, vous rencontrez ces jeunes qui viennent de tout le Congo, pas uniquement de Kinshasa. Vous voyez la capacité d'innovation qu'ils ont, les étincelles dans les yeux et la volonté d'aller de l'avant. Moi, je pense, et je suis extrêmement optimiste par rapport à ça, que ce sera finalement le futur de l'intelligence artificielle, sera peut-être sur le continent africain, plutôt qu'ici en Europe, même si évidemment on a la volonté, et j'entends les élus ici de Marseille de positionner la région, mais je pense que ça va révolutionner en tout cas la coopération Afrique-Europe et la rendre finalement plus égalitaire qu'est-ce qu'elle était dans le passé. Merci beaucoup. Merci Jean, on t'applaudit, on te remercie et on te dit à très bientôt. Merci, non mais tu as fait l'introduction du sujet, la keynote d'introduction. À très bientôt, merci Jean, applaudissez-le. Je me tourne tout de suite vers vous, Dergen Bay. On a la chance d'avoir un praticien de l'IA qui a étudié ça, qui a vraiment manié le sujet dans ses recherches et dans ses études, notamment avec son PhD à Google. Aujourd'hui, le Sénégal, avec Expertise France, qui est partenaire de ce programme, est l'un des premiers pays du continent africain à s'être doté d'une stratégie nationale sur l'IA. Quels sont aujourd'hui, de votre point de vue, les opportunités de recherche et les exemples d'usage dans ce domaine spécifique en Afrique, et notamment un sujet que vous avez particulièrement étudié, qui est très technique, et ça va être très intéressant d'en parler, le traitement du langage naturel, le NLP. Alors, est-ce que ça sort? On va essayer. Oui, non, ça devrait marcher. Allô, vous m'entendez? Alors, on va prendre peut-être le micro. Celui-là va marcher. Allô. Okay. Allez, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Déjà, c'est un immense plaisir de prendre part à cet événement et de découvrir par la même occasion l'écosystème marseillais. Alors, comme vous pouvez le voir, si vous regardez durant les 5 dernières années en matière d'intelligence artificielle en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de pays africains qui commencent à s'intéresser sur le sujet. Donc, je pense notamment à l'île Maurice, qui a été le premier pays africain à publier officiellement sa stratégie en matière d'intelligence artificielle. Et depuis lors, il y a de plus en plus de pays qui ont suivi. Certains sont encore en cours d'élaboration, mais d'autres, comme le Sénégal, a pu très récemment publier sa stratégie d'intelligence artificielle, accompagnée notamment par Expertise France. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer, puisque les enjeux sont actuellement énormes quand on regarde ce qui se passe au niveau du continent. Et l'avantage, en fait, de la stratégie sénégalaise de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle apparaît à un moment où il y a énormément d'intérêt dans ce domaine-là. Donc, bien que les travaux ont été élaborés, ont commencé à être élaborés depuis des années, donc depuis plus de 2 ans maintenant, ça témoigne qu'il y avait déjà un écosystème actif et très impliqué sur ces questions-là. Ce que j'ai voulu soulever par là, c'est que notre stratégie est sortie dans le contexte du boom de ChatGPT, notamment avec OpenAI. Et ChatGPT, c'est un agent conversationnel, donc c'est un système avec lequel on peut dialoguer, comme on le ferait avec un être humain. Et c'est un cas typique du domaine de traitement automatique du langage. Donc le traitement automatique du langage, ou NLP, c'est un sous-domaine de l'IA qui allie linguistique, informatique, statistique, etc., pour faire en sorte que les machines puissent être capables de traiter, de comprendre le langage humain, donc tant sous sa forme écrite qu'orale. Et je pense que partout, plus que partout ailleurs dans le monde, la percée de l'IA passera nécessairement par le traitement du langage en Afrique. Donc si on voit la diversité linguistique aujourd'hui en Afrique et le fait que la plupart des langues soient parlées, je pense que des applications qui passent aujourd'hui par des commandes vocales, il n'y a qu'à voir le succès de WhatsApp sur le continent et qui est largement imputable au fait que la population puisse l'utiliser simplement en envoyant des commandes vocales dans leur langue. Donc aujourd'hui, si je pense à un cas d'usage spécifique, ce serait un système de reconnaissance vocale qui pourrait performer de manière très efficiente dans la plupart des langues africaines et qui permettrait à n'importe qui
de pouvoir bénéficier des outils du numérique simplement dans leur langue en envoyant des commandes vocales. Donc ça a un potentiel énorme de rattraper le gap qu'on a actuellement en matière de fracture numérique. Donc les potentiels d'inclusion sont énormes. Aujourd'hui, rien qu'au Sénégal, il y a des projets avec l'Union européenne, notamment dans la digitalisation des procédures administratives. Et aujourd'hui, supposons qu'il y aura nécessairement des millions de documents à numériser et chaque document devra être indexé dans un système d'information. Donc si on doit passer manuellement, document par document, vous imaginez à quel point ce processus risque d'être chronophage. Et aujourd'hui, avec l'IA, on a la possibilité, plus précisément avec les modèles d'OCR, donc de reconnaissance de caractère optique, de pouvoir digitaliser manuellement une partie de ce vivier de documents-là et d'automatiser tout le reste et donc de réduire drastiquement le temps nécessaire pour digitaliser ces processus-là. Donc aujourd'hui, nous voyons en l'IA un potentiel énorme, donc raison pour laquelle le pays a très tôt voulu se positionner sur ces questions-là et en s'accompagnant d'acteurs clés donc, tels que l'Union européenne et Expertise France donc, pour l'élaboration de cette stratégie portée par notre ministère de la Communication. Merci beaucoup et on peut applaudir Dergen pour son expertise. Là, on est au cœur du sujet, presque scientifique, une approche presque scientifique. On salue également Expertise France qui s'associe à ce travail, qui est également partenaire de notre édition. Alors là, on a posé un peu, voilà, quelques bases, une vision un peu scientifique. Et la question qui nous intéresse ici à Emerging Valley, c'est les entrepreneurs, les startups, comment elles peuvent s'emparer aussi de l'IA pour agir, créer des solutions, créer des innovations d'usage au quotidien. Vous avez parlé de ChatGPT par exemple, je pense que tout le monde connaît dans la salle. Et ce serait intéressant aussi de voir comment les acteurs des écosystèmes accompagnent justement cet écosystème florissant de l'IA. Et je me tourne vers toi, ma chère Lamia Ben Marlouf, qui est la directrice alors moi je dis souvent du Technopark, mais je sais que c'est réducteur et que c'est bien plus vaste, c'est le Moroccan Information Technopark Company, mais le Technopark de Casablanca est tellement emblématique. Lamia, aujourd'hui, comment les écosystèmes d'innovation, notamment cet écosystème que tu regroupes autour du Technopark, citons celui de Casablanca, peuvent aider et soutenir les startups africaines qui travaillent justement dans le domaine de l'IA. Merci Samer pour l'invitation et je te félicite pour cette 7e édition. J'en ai fait avec toi au moins 3 ou 4, ou même 5. Et j'en suis fière parce que vraiment je salue le travail que tu fais. Et le fait de créer des passerelles entre l'Afrique et l'Europe est aujourd'hui très important. Le fait d'encourager cette collaboration interméditerranéenne aussi. La mixité crée l'enrichissement et nous pousse à répondre de manière efficace aux défis mondiaux et aux défis de notre continent. Donc, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, ce n'est pas Technopark Casablanca, mais c'est Technopark Maroc. On a 23 ans d'expérience dans l'accompagnement des startups numériques au Maroc. Et nous sommes aujourd'hui, nous venons d'inaugurer notre 5e Technopark à Essaouira, puisque nous existons à Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir, Essaouira, et bientôt dans 3 autres villes. Et on peut applaudir parce qu'Essaouira a coupé le ruban avant-hier. Merci beaucoup. Donc nous accompagnons en permanence 450 startups dans le domaine du numérique, dont presque une centaine qui utilisent l'IA pour performer différents secteurs. L'agriculture notamment, pour la sécurité alimentaire, sujet qui concerne tous les pays africains. La souveraineté sanitaire, comment améliorer l'accessibilité aux services de la santé pour les citoyens. Et puis bien sûr l'éducation, l'employabilité et tous ces sujets qui sont des enjeux pour le continent. Donc aujourd'hui, on accompagne des startups dans l'IA qui ont des solutions innovantes pour différents secteurs. Au niveau de l'agriculture, j'ai plusieurs startups dans le sud parce que Agadir est reconnu pour son écosystème agritech. Et je peux citer plusieurs exemples de startups qui ont des solutions innovantes dans, par exemple, les systèmes d'irrigation,
qui utilise l'IA et les algorithmes pour prédire quelle quantité d'eau. On a tous le problème de stress hydrique et c'est aujourd'hui un problème mondial. Mais je vois comment les startups arrivent à disrupter en tout cas ce secteur en apportant des solutions qui répondent vraiment à cette problématique de stress hydrique, combien de quantités utilisées, d'engrais utilisés pour avoir des produits de qualité. Je retiens, là j'ai l'idée d'une start-up au Maroc qui même utilise des algorithmes, l'IA et l'IoT pour mieux exporter la tomate marocaine vers des pays étrangers et qui arrive à s'adapter aux exigences des clients en termes de couleur de la tomate et du sizing de cette tomate. Et je crois que c'est vraiment des choses aujourd'hui qui peuvent généraliser aux fruits rouges et à d'autres légumes. L'IA, pour la santé, on a une très belle entreprise innovante marocaine, Abba Technologies, et qui a beaucoup aidé le Maroc lors de la pandémie. Grâce à l'IA et à la data, on a pu acheminer les vaccins aux 86 provinces marocaines dans des conditions idoines. On a eu un taux de perte inférieur à 0,1%. Et je crois qu'on était parmi les premiers pays qui ont eu un très faible taux de rejet de ces vaccins. Aujourd'hui, cette entreprise opère sur plusieurs domaines, notamment l'agriculture, les villes intelligentes, parce que là, on parle d'écologie, d'énergie renouvelable, de services aux citoyens. Et donc, cette entreprise, aujourd'hui, à travers l'IA, elle performe dans ces secteurs. L'éducation n'est pas des moindres. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et le numérique est un levier important pour l'inclusion des jeunes au niveau justement des zones enclavées. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à adresser des programmes pédagogiques selon les spécificités de la population cible, ses besoins, et donc on gagne en performance, en efficacité. Certes, le Maroc a fait plusieurs, donc au-delà de l'implication de ces startups, le Maroc a fait des avancées notables dans l'implication de tous les acteurs du numérique pour une stratégie numérique 2030. Notre ministère de tutelle, le ministère de la Transition numérique, a fait un travail vraiment en profondeur pour la stratégie Maroc 2030, donc qui va bientôt être divulguée dans les semaines à venir et qui prend en compte les attentes de tous les acteurs marocains, qu'ils soient citoyens, entreprises et aussi administration publique. Tout à l'heure, Monsieur John Van Wetter a parlé de Itemkin. Le Technoparc et ses startups ont été impliqués dans cette collaboration avec les administrations publiques pour utiliser l'IA et la data afin de performer dans toutes les administrations et tous les secteurs. Je salue d'ailleurs les startups startups marocaines qui nous ont accompagnés dans cette délégation. Près d'une dizaine justement qui opèrent dans l'IA et qui adressent ces différents secteurs dont j'ai parlé. Donc l'infrastructure, connectivité, plus de 90% du territoire aujourd'hui est connecté. Bien évidemment, il reste toujours des problèmes de fracture numérique qu'on va toujours, en tout cas, qu'on va améliorer avec nos opérateurs télécoms. Nous avons un arsenal juridique qui est déjà opérationnel, notamment la loi sur la protection des données personnelles et la loi sur la cybersécurité. Nous avons des universités aujourd'hui qui ont des filières numériques et pas loin d'il y a 2 semaines, notre ministère a signé une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour justement créer 144 filières technologiques pour préparer la jeunesse de demain. Parce que les métiers d'aujourd'hui, 80% vont disparaître dans les 20 prochaines années. Et donc le Maroc a anticipé cet aspect-là et ces 144 filières vont pouvoir produire près de 23 000 lauréats diplômés dans les filières du numérique. Donc vraiment, voilà un peu le panorama du Maroc par rapport au numérique et surtout l'aspect IA qui est un sujet aujourd'hui chez tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les administrations publiques, les citoyens, c'est même débattu au niveau du Parlement. Et je sais que nous, peut-être qu'on a fait l'inverse de la Tunisie,
On a mis en place et on a déployé et par la suite, on va faire sortir notre stratégie numérique 2030. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci Lamia. Je vous demande d'applaudir Lamia Benmarlou pour avoir présenté sa vision du point de vue du Moroccan Information Technopark Company, qui n'est pas que le Technopark de Casablanca, mais qui est bien plus grand. Et on l'applaudit pour l'ouverture du centre d'Essaouira. Donc pour ceux qui apprécient la région, ben voilà, vous pourrez vous installer au Technopark d'Essaouira. S'il te plaît, un petit mot juste pour dire que nous collaborons de manière étroite avec Marseille Innovation. Oui, tout à fait. On a développé ensemble le service de soft landing et plusieurs entreprises marocaines ont profité et ont ouvert leur antenne ici à Marseille. Nous avons aussi co-accompagné des startups de la diaspora dans le cadre du programme Meet Africa 2. Et on est vraiment très contents parce que les 10 startups de la diaspora sont aujourd'hui entre le Maroc et Marseille et c'était vraiment une vraie réussite. Et nous continuerons bien sûr sur d'autres programmes et je peux dire que c'est grâce à Samir. Donc c'est Samir, il y a quelques années, on a pris le pari et on a signé même une convention avec la métropole pour justement être partie prenante de différents programmes entre les deux rives. Merci Samir. Merci d'y avoir cru. Merci pour ce pari réussi et bravo à toi ma chère Lamia. Avant de te donner la parole ma chère Zeynep, je voulais avoir... we can in English or in French? On peut parler en français? Très bien. In English, you prefer in English. Donc ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, il y a des cases de traduction. What are, according to you... Selon vous, quels sont les défis majeurs auxquels font face les entrepreneurs africains vu la situation disruptive avec l'essor de l'intelligence artificielle? Comme a déjà dit, il existe désormais ChatGPT et comment est-ce que les startups africaines peuvent s'adapter face aux nouvelles normes? Bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Zainib Messaoud. Non, je m'appelle Shrutika Singh, je suis Senior Investment Analyst chez Digital Africa. Comment définir les défis vis-à-vis de l'intelligence artificielle? La base, c'est les données. Où se trouvent les données en Afrique? C'est un défi majeur. Comment est-ce que nous pouvons collecter et traiter ces données? Nous avons déjà parlé du traitement linguistique naturel. Désormais, nous commençons à mieux comprendre tout cela. C'est l'un des modèles basiques qui se développe dans le cadre des startups axées autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a également le contexte dans lequel elles se développent, ces entreprises. Donc, il faut qu'il y ait un contexte qui soutient ces entrepreneurs. Il y a tout un éventail de données disponibles qui se partagent entre les grosses sociétés telles que Google. Donc, c'est encore un défi auquel font face les entrepreneurs africains. Ensuite, Digital Africa, quel est son rôle? Notre approche est verticale. Donc, par exemple, quand on construit un édifice, on commence par les fondations. Donc, les fondations que l'on construit sont environnementales et réglementaires. Il faut qu'il y ait un contexte réglementaire correct. C'est pourquoi nous avons des partenaires importants tels que Jean Van Witter. Le programme européen est vraiment un programme phare. Sans oublier Expertise France, Digital Africa, qui travaillent ensemble afin d'avoir de meilleures politiques autour des données. Ensuite, après les fondations, il y a les ouvriers qui doivent construire l'édifice. Nous avons le Brain Programme. C'est un partenariat avec OST en Tunisie. Nous essayons de construire de nouveaux modèles tels que Deep Tech,
L'idée, c'est de vraiment soutenir et encourager des startups qui se concentrent sur le deep tech pour qu'elles aient les bons supports en matière en termes d'algorithmes, en termes de modèles. Nous avons des programmes spécifiques à Digital Africa. Nous mettons beaucoup de choses en œuvre avec nos partenaires. Peut-être que nous avons des partenaires tels que Zindi et le programme Data 364. Et nous essayons de monter des plateformes ouvertes afin que les données soient plus accessibles. Il existe également des hackathons à cet égard, sans oublier bien sûr le financement. Nous avons investi dans des startups telles que Tolbi, qui est une startup sénégalaise. Tolbi travaille sur l'agriculture précise. Ensuite, nous avons Fleety, qui travaille sur les logistiques pour le Maroc. Donc, il y a plusieurs étapes dans la construction d'un édifice et nous essayons de vraiment encourager l'émergence de startups axées autour de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à Shrutika Singh pour tout ce qu'elle fait. Je me tourne vers Zeynep avant un dernier tour de table qui va être très court pour pouvoir finir dans les temps. Mais ma chère Zeynep, je voulais te poser la question, voilà, avec The Dot aujourd'hui et le rôle que The Dot joue dans l'écosystème tunisien. Quelles sont, quelque part, de ton point de vue, vos activités en matière d'IA et quelles sont, à vos yeux, à The Dot, les initiatives win-win pour dynamiser le secteur, notamment en Tunisie, mais aussi à l'échelle panafricaine? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et c'est très intéressant de vous écouter. The Dot, comme vous savez, c'est un partenariat public-privé qui est porté par le ministère des Technologies en partenariat avec Expertise France, la GIZ et la Fondation Tunisie pour le développement. Et la particularité de Dot, c'est que chacun de ces partenaires apporte aussi quelque chose au hub. Dans le cadre du partenariat avec le Centre de transformation digitale, par exemple, nous avons un IA Hub. C'est le premier hub d'intelligence artificielle en Tunisie. Et dans le cadre du IA Hub, il y a un programme d'incubation spécial intelligence artificielle qui s'appelle AI Rise. Et donc, pour sa première cohorte, le AI Rise a accompagné 25 startups. Sur les 25 startups, il y a eu 6 qui ont signé des contrats, ont pu implémenter de vraies solutions. Et il y a dans des entreprises, parce qu'il y a eu un challenge Open Innovation, donc c'est du concret. Après, il y a aussi l'académie, donc on a formé quelques 2000 personnes sur l'intelligence artificielle, dans des journalistes. Donc, il y a eu des formations pour journalistes, pour leur apprendre le jargon, les sensibiliser à la thématique, et puis leur donner quelque chose clé en main pour les aider à les accompagner un peu dans la rédaction de matériel spécialisé. Il y a eu aussi, la semaine dernière, c'est très récent, il y a une collaboration qu'on a fait avec AfriLabs, et AfriLabs, en partenariat avec Bill and Melinda Gates Foundation, mène en ce moment une research study sur l'Afrique, sur tout ce qui est AI, éthique dans les policies relatives à l'intelligence artificielle. Et donc on était le partenaire pour ce projet de recherche en Tunisie, et on a organisé une sorte de focus group avec des partenaires privés, des académiciens, des startups, mais aussi des partenaires institutionnels. Donc les discussions ont été autour de l'IA, de l'éthique dans l'IA, des stratégies d'IA et puis des politiques publiques aussi en termes d'intelligence artificielle. Donc pour revenir à la question de tout ce qui est collaboration win-win, en fait c'est aussi simple que
la première chose, à mon avis, à instaurer, c'est justement les collaborations. Les collaborations entre les différents partenaires, qu'ils soient publics, privés ou académiciens, start-up ou autres. Les collaborations sont la base de tout travail autour de l'IA aujourd'hui. L'IA reste faible, mais elle va devenir forte un jour. Donc aujourd'hui, elle est certes générative, mais elle reste quand même faible. C'est pas l'IA qui va prendre le contrôle du monde. Donc il est temps aujourd'hui de collaborer, notamment en termes de développement de compétences, d'éducation, pour préparer un peu ce pool qui va travailler sur l'IA de demain. Il y a ça, il y a aussi tout ce qui est responsabilité autour de l'IA, éthique, inclusion, etc. Donc ça, c'est un sujet très important sur lequel nous devons travailler tous ensemble. Et puis, bien évidemment, promouvoir l'innovation en continu, donc continuer à monter des programmes ensemble, continuer à accompagner des startups, continuer à offrir ce que nous savons offrir ensemble, chacun dans son domaine de compétences, pour préparer un peu ce demain là où l'IA aura sa place, bien évidemment, une place plus forte que celle qu'elle a aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Zainab. Je vous demande d'applaudir Zainab Messaoud, directrice de DOT. On arrive à la fin de ce temps imparti. Aussi, je vous demandais, si c'est possible, en 1 minute, de réagir aux questions que je vais vous poser. Allez, on va dire 1 minute 30. Ça va? Bon. Voilà. Alors, je reviens vers toi, mon cher Dergen. Aujourd'hui, le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale ambitieuse sur l'IA. Dans quel contexte et quels enjeux répond cette démarche? Et si possible, si ça peut tenir, comment, pour aller plus loin, quels sont les impacts directs à venir sur l'écosystème au Sénégal? Alors, les enjeux, je pense, qui sont d'abord géopolitiques. En 2017, déjà, le président russe annonçait que la nation qui allait maîtriser l'IA allait dominer le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est crucial que chaque pays dans le monde, au-delà même des pays africains, qu'ils puissent se positionner très tôt sur ces questions liées à l'intelligence artificielle, afin d'adopter des directions pertinentes pour ne pas se faire justement happer par cette technologie. Les autres enjeux, c'est que l'État du Sénégal voit en l'intelligence artificielle un potentiel énorme pour catalyser son plan Sénégal émergent, donc à travers le développement de l'emploi des jeunes, la transformation publique. J'ai parlé tout à l'heure du potentiel de catalyser la numérisation des procédures administratives, du développement également de l'écosystème global du pays. Ensuite, il y a un besoin de créer des synergies entre les différents acteurs. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'à la naissance de la stratégie, il y avait déjà des acteurs qui étaient impliqués dans le processus. Et Mme Messaoud le disait tout à l'heure, il est important qu'il y ait cette collaboration-là donc, entre les différents acteurs, tant sur le plan national qu'international, pour éviter justement de creuser l'inégalité qui existe déjà en matière de concentration technologique. Donc ça, c'est important. Donc l'autre aspect également, c'est le fait de faire en sorte que l'IA bénéficie à la population, que ça puisse améliorer les conditions de vie des populations, donc en mettant en place des IA qui soient éthiques, responsables et surtout frugales. Donc c'est dans ce sens-là que cette stratégie a été mise en place donc, dans un processus d'intelligence collective, parce que l'IA aussi n'est pas seulement l'affaire des praticiens, donc c'est également l'affaire de tous, que ce soit des juristes, des financiers, etc. Et nous avons tenu à inclure en tout cas un échantillon assez représentatif pour que l'ensemble des idées puissent être inclus dans cette procédure-là, avec des acteurs locaux et internationaux. Je parlais tout à l'heure de Expertise France, il y a aussi Enabel, Difodi, etc. Et aujourd'hui, il y a des actes, à l'heure où je vous parle, concrètes qui sont en train d'être mis en place. Donc il y a le cluster IA qui est en train d'être formalisé avec l'ambassade de France, et je pense que nous aurons beaucoup de choses à apprendre auprès de The Dot, puisque le cluster fera office du premier hub pour rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc également, il y a des initiatives pour faire émettre des cas d'usage réels. J'ai parlé tout à l'heure des systèmes de reconnaissance vocale, mais il y a également des projets en cours pour des systèmes de synthèse vocale pour permettre à cette population-là de pouvoir accéder plus facilement aux ressources, mais également de renforcer les communautés existantes. Il y a Galsen AI qui est actuellement
la première communauté d'intelligence artificielle au Sénégal qui a pas mal œuvré en matière de vulgarisation et de construction de capacités. Et il est important de renforcer les communautés locales pour qu'ils puissent servir de relais et développer l'écosystème. Merci beaucoup. Merci, vous avez tenu le 1 minute 30. Bravo. Je passe la parole à Lamia. Est-ce que tu pourras tenir 1 minute 30? On va essayer. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un très important réseau de hubs technologiques au Maroc. Comment faire ruisseler les bonnes pratiques de l'IA à l'échelle nationale et dans tout l'écosystème aujourd'hui au Maroc? Moi, je crois que la clé de réussite d'une stratégie IA, c'est la synergie entre les différents acteurs. Et justement, vous l'aviez dit, une forte collaboration entre les administrations publiques, le secteur privé, la société civile, les universités, les industriels. Et en fait, c'est comme ça qu'on va acculturer et performer dans la conduite de changement, parce qu'on a une conduite de changement à mener tout de suite, avec de l'acculturation, de la sensibilisation à 360 degrés. Et puis, on a cette jeunesse africaine qu'on doit préparer. C'est vraiment notre capital aujourd'hui au niveau du continent, c'est cette jeunesse passionnée par le digital et qu'on doit absolument former sur les métiers du numérique. Donc, ce que je dirais, moi, c'est qu'il faut une synergie entre les pays d'Afrique déjà. On a des défis communs et on a certains pays qui sont plus avancés que d'autres, donc il faut du partage des best practices. Il faut qu'il y ait de l'open data, parce qu'aujourd'hui la donnée est la clé aussi de la réussite de ces stratégies IA. Comment les utiliser, bien sûr, à bon escient, avec le respect de l'éthique et des réglementations, et aussi encourager et continuer, cher Samir, cette collaboration entre l'Europe et l'Afrique sur ces stratégies IA qui vont être profitable pour tout le monde. Pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Donc, je te remercie encore pour cette initiative et j'espère qu'elle va continuer parce que les sujets sont encore là et je crois que tous ceux qui sont présents aujourd'hui partiront avec un déclic et des actions à mettre en place pour une meilleure performance de l'IA. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes mots là. Oui, alors là, vous avez parfaitement tenu. Bravo. Tu auras le mot de la fin, ma chère Zainab. I just switch to you, dear Shrutika. Je vais m'exprimer en anglais. En tant qu'investisseur, comment est-ce que vous avez développé des thèses d'investissement spécifiquement pour les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle? Peut-être dans 1 minute 30, vous pouvez nous expliquer l'importance des éthiques dans votre réflexion. Merci beaucoup, Samir, pour votre question. En ce moment, quand vous vous penchez sur l'état de l'intelligence artificielle en Afrique, vous avez plus de 2400 sociétés qui disent qu'elles développent des compétences et qu'elles veulent se développer dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, il faut absolument que l'on investisse dans des sociétés qui priorisent l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, la priorité est que où est-ce que vous en êtes en termes d'IA? Est-ce que vous collectez des données? Est-ce que vous les analysez? Ou est-ce que vous développez des modèles? Comment est-ce que vous faites travailler les données? Le plus de données que vous avez, le plus de problématiques liées au respect de ces données dans le cadre de confidentialité. Il faut absolument que vous ayez une philosophie qui fait partie intégrale de votre start-up. Est-ce que vous pouvez utiliser les données que vous avez
et les mettre au service de tout le monde dans le cadre de la construction de vos modèles. Ensuite, nous essayons vraiment d'encourager les entreprises et les startups qui sont gérées par les femmes afin de soutenir le développement économique. Donc, nous priorisons les entreprises qui utilisent l'IA, qui sont tout d'abord fondées par les femmes. Ensuite, en 1 minute 30, On a vu certaines pépites, beaucoup ont été citées, Tolby et d'autres, ont tiré leur épingle du jeu en matière d'IA. Et bien sûr, en Tunisie, il y a une start-up qui a défrayé la chronique qui s'appelle InstaDeep, qui travaille beaucoup aussi sur l'IA. Comment catalyser sur ces success stories à l'échelle d'un écosystème, et quelle est, selon toi, la secret sauce, la recette magique qui permettrait de développer des stratégies nationales efficaces? Alors, je pense que le succès d'InstaDeep réside dans le fait qu'ils ont su allier les talents africains et talents européens avec des compétences complémentaires. Donc la question des talents, de l'attractivité des talents est une question très très importante, parce que par exemple, on a certes des compétences en IA en Afrique, mais when it comes to biotechnology, par exemple, on n'en a pas beaucoup. Donc elles sont plus européennes. Donc si on arrive à convaincre nos gouvernements de mettre en place des programmes capables d'aider les startups à attirer des talents, ça rendra nos environnements beaucoup plus attractifs et beaucoup plus riches. Ça permettra aux startups de travailler sur différents use cases. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait pousser, lobbyer, plaidoyer jusqu'à l'avoir. Donc ouvrir un peu nos portes, mettre en place des programmes un peu comme le Visa Talent français pour savoir et pouvoir attirer des talents internationaux vers l'Afrique. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un sujet de financement. Donc ça serait bien aussi d'avoir des fonds spécialisés, des fonds nationaux, plus de fonds nationaux je dirais, spécialisés en IA, en SaaS, en early stage, et qui pourront accompagner dès le début les startups dans leur développement. Vous savez, il y a un chiffre qui circule largement, c'est que l'Afrique, qui est un continent de 1,5 milliard d'habitants, attire autant d'investissements que la ville de Philadelphie, qui est à 1,5 million. Donc c'est quand même, vous pouvez voir, un continent versus une simple ville aux États-Unis. Vous voyez un peu le volume de la population et les investissements qu'on attire par-ci et par-là. Donc ça, c'est un sujet très très important. Pour qu'on devienne attractif, il faut qu'on commence par développer nos écosystèmes, nos environnements, qu'ils attirent déjà des talents, puis qu'on attire aussi de l'accompagnement et plus de compétences et plus de structuration. Et puis on arrivera à attirer des investissements et on accompagnera l'évolution de nos startups dès le début et jusqu'en phase de growth. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin, ma chère Zeynep. On peut applaudir. C'est la fin de cette session. On va passer à la séquence suivante, mais avant, on fait la photo de famille traditionnelle et on va passer à la séquence suivante.